matin à Bruxelles. Au deuxième jour du sommet, Donald Trump a de nouveau tapé du poing sur la table et réclamé un meilleur partage du fardeau des dépenses militaires. Comme d'habitude, le président américain a soufflé un peu le chaud et le froid sur ses partenaires, évoquant quand même un possible retrait de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais tout à l'heure, pour les conférences de presse, le ton avait changé. Il était plutôt à l'apaisement. On écoute Emmanuel Macron. Je pense que l'OTAN sort beaucoup plus fort de ces 2 jours. Parce que d'abord, nous avons acté des décisions importantes. Nous avons réaffirmé une stratégie budgétaire crédible et qui correspond à nos besoins. Nous avons aussi pu échanger hier sur les nouvelles menaces, qui pour moi est un des éléments les plus importants de la stratégie qu'on doit déployer. L'OTAN sort beaucoup plus fort, nous dit le président français, après 2 jours quand même où ça a pas mal tangué. Oui, exactement, mais 2 choses. D'abord, je trouve que Emmanuel Macron a été bon dans cette affaire et dans sa communication et dans son rôle de négociateur. Je crois qu'il a un peu calmé le jeu et notamment il a joué le pont entre Angela et Donald. Je crois qu'il ne faut pas non plus toujours se faire avoir par le cinéma Trump. C'est-à-dire qu'il a un côté quand même, j'allais dire, je ne voudrais pas être offensant pour quiconque, mais son côté un peu battleur, vendeur de tapis, qui fait qu'il monte les enchères avant d'arriver. Et ce qu'il voulait obtenir, c'est quoi? C'est que les Européens s'engagent fermement sur cette question d'augmentation du budget. Et il a dit, sinon je m'en vais, sinon et je veux 4%. Il a dit 4 pour avoir 2. Exactement. Et je crois qu'on l'oublie un peu toujours, c'est un mode de négociation qui est très peu Quai d'Orsay, on est d'accord, très peu département d'État, qui est souvent, je reconnais, très, très surprenant et qui peut être très dangereux dans certaines circonstances. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer la folie de l'homme dans cette affaire. Je crois que là, il y a un côté plutôt joueur de poker. Georgi Kuzmanovic, vous êtes très critique à l'égard de l'OTAN. On a retrouvé la dernière interview que vous avez donnée, vous parlez de bras armés, de l'hégémonie des États-Unis. Affaiblir l'OTAN, ce n'est pas dangereux quand même? Mais dangereux pour qui? Nous sommes les Français, nous avons une des meilleures armées au monde et nous avons en plus le parapluie nucléaire qui nous protège ainsi que nos partenaires européens. Donc je ne vois pas le danger de qui, à part le danger qui nous menace tous, qui est le terrorisme, mais auquel on répond par des procédures de police, de justice et de renseignement militaire. Non, je suis d'abord entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Je conseille à tout le monde de lire ce petit livre excellent de certain Donald Trump qui s'appelle « Trump, the Art of Deal ». Donc Trump, l'art de la négociation. Et c'est exactement, il le théorise, il faut créer une ambiance chaotique quand vous avez le rapport de force et il faut forcer pour gagner plus. Alors, il applique ce qu'il a fait toujours en tant que chef d'entreprise. Pardonnez-moi, ça ne va pas commencer à s'user un peu cette technique de mettre mais non, parce qu'il a le rapport de force. Il a un rapport de force. Oui, mais quand il faisait ses interlocuteurs vont finir par le voir venir. Oui, mais pour le moment, les interlocuteurs ne résistent pas. La dernière résistance organisée de l'Union européenne, ça a été en 2003 avec Villepin et Schröder contre la guerre en Irak. Il y avait un axe vraiment franco-allemand de dire non, c'est absurde, et cet axe avait raison. Là maintenant, on est dans une situation, et oui, je confirme, l'OTAN est dangereux pour la paix. On l'a vu avec l'accord sur le nucléaire iranien. On le voit, j'ai lu hier soir le rapport du compte-rendu du sommet de l'OTAN, mais c'est délirant. C'est une mise en guerre contre la Russie. Et c'est furieux, en fait. Et à la fin, il va y avoir un gros problème. En ce moment, il y a 2600 véhicules blindés américains qui sont déployés à l'Est. On améliore les routes, les ponts pour déployer plus de troupes. La Pologne a déployé 4 milliards de dollars, c'est colossal, de batteries antimissiles. Alors les Russes ripostent, ils déploient leurs missiles nucléaires Iskander on est à la crise des Pershing des années 80. C'est dangereux. La situation où on est dangereuse. L'OTAN est dangereuse pour la paix. C'est-à-dire exactement la même rhétorique. Alexis. Pour les Polonais, ils ont quelques raisons de se méfier un petit peu des Russes, alors ça explique bien des choses. Cela dit, je crois qu'il faut reconnaître que Trump il met le doigt sur quelque chose de vrai. Quand il dit que les Américains financent la force protection, européenne, c'est la vérité. Ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale que ça se passe comme ça. On nous oblige à acheter du matériel OTAN, lourd, fabriqué aux États-Unis. Et quand nous, on veut vendre nos Rafales, par exemple, pour les Rafales, c'est intéressant. Quand on veut les vendre, ils viennent et disent non, c'est moi le chef, je suis plus fort. Si tu achètes des Rafales. Regardez la vérité. À part la France, qui a un vrai budget de défense, et jusqu'à un peu le Royaume-Uni, sinon les pays européens ne consentent pas financièrement à l'effort de défense qui leur permettrait de se défendre. Ils vivent sous le parapluie américain. C'est les Américains
Américains qui les défendent. Mais contre ça qui coûte beaucoup. Mais attendez, je ne vous dis pas que c'est bien. Je vous dis qu'il faut reconnaître la vérité. Mais je la vous dis pas vérité, que. sans les Américains, on a 1,3 million de Mais je soldats ne vous en dis Europe. pas qu'il faut 1,3 continuer. Je vous million. dis juste que On si devrait y les arriver Européens. quand même, à se défendre. À la limite, je vais même plutôt dans votre sens. Je dis qu'il y a moi, il faut que les Américains, que les Européens voient la vérité. Qu'aujourd'hui, depuis la guerre, ce sont les Américains qui assurent notre défense. Et qu'on ne peut pas prétendre ça sans qu'il y ait de contrepartie. Les contreparties, c'est une dépendance vis-à-vis des États-Unis. Il ne faut pas se raconter de blagues. Et donc, du coup, Donald Trump utilise ça. Parce qu'il est malin, parce que c'est un homme effectivement de rapport de force. Et il dit, on vous paye pour vous, et ben, sur les négociations commerciales, parce que ce n'est pas que sur la défense. On va mal demander déjà. Il y a les négociations commerciales. Et il dit, Plus poliment. vous allez mieux nous parler. Bon, la seule solution, c'est qu'effectivement, si on veut prendre en compte un certain nombre d'objections que vous faites et qui sont légitimes, eh ben, ça veut dire qu'il faut que les Européens se défendent eux-mêmes et assument eux-mêmes leur propre défense. Ce qui serait assez d'ailleurs d'attendre des Européens eux-mêmes. Sauf qu'il y a un moment, il faut payer. Ils sont prêts à payer, Emmanuel Rivière. Ils sont prêts à payer. Aujourd'hui, on fait payer les Français, Américains. alors on est à 1,8 du PIB, mais il faut passer à 2. Mais pour d'autres pays, effectivement, la marge est plus. Les Allemands sont en deçà. En volume, ça se vaut à peu près, la France et l'Allemagne. En pourcentage du PIB, c'est un peu moins en Allemagne. Mais alors, le sentiment des Français est partagé par à peu près les Européens. Enfin, même les Européens sont plus européens que les Français sur l'idée qu'il faille une politique de défense commune. On est à 75% pour l'Europe dans le dernier Eurobaromètre, sur l'ensemble des Européens, 74% pour les Français. Après, ça varie. L'Allemagne est très favorable à cela. Évidemment, les Britanniques beaucoup moins naturellement, mais il y a bien cette attente, et c'est le défi qui est posé par le nouveau déséquilibre mondial, parce que les Européens voient une menace à l'Est, pour le coup ils ne trouvent pas Poutine extrêmement rassurant, mais ils ne trouvent pas non plus Trump extrêmement rassurant. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui fait qu'on regarde aujourd'hui l'Europe un peu différemment, c'est de constater qu'il y a quand même bien un espace de stabilité ici, mais dont on aspirait à ce qu'il s'autonomise en fait, et à ce qu'il y ait une coïncidence entre cet espace politique et cette défense. Mais à quel prix? Ça, la question n'est effectivement pas posée. Au prix de la guerre. La prochaine guerre, ça sera en Iran. On a eu une opération il y a un mois dans le nord de la Grèce, dans Épire, parce que les collines ressemblent à celles de là où se trouvent les installations nucléaires iraniennes. Et il y a eu un entraînement OTAN avec les États-Unis, la Grèce et Israël, F-35, F-22, en bombardement en Rasbot. Bon, voilà, c'est ce qui nous attend. C'était effectivement un problème pour la paix. Et je ne vois pas en quoi ça nous protège. Et les pays ça va baltes. nous entraîner à nouveau dans une guerre qui, pour le coup, je vous le dis franchement, vous le savez tous très bien pour l'économie, sera catastrophique. Si l'Iran, si on rentre en guerre en Iran et que l'Iran coule un bateau dans d'Ormuz, c'est une catastrophe. Votre comparaison avec les Pershing est intéressante parce que c'était la même rhétorique à l'époque, alors que je vous rappelle que l'initiative était venue des Soviétiques qui avaient installé les 16-20 et on présentait les Pershing comme une agression américaine alors que c'était qu'une riposte américaine. Justement, votre comparaison est intéressante. Mais sur l'Europe, il faut bien... Non, parce qu'il y a eu un réarmement russe colossal depuis 20 ans, vous le savez, depuis Poutine est là. Nous, l'OTAN, on représente 80% des dépenses de guerre mondiale. Alors sur l'Europe, et ça c'est une chose très importante, là je voulais juste donner un point factuel, beaucoup de pays ont rééquilibré leur budget en économisant sur la dépense militaire depuis 20 ans, à cause évidemment de la fin de la guerre froide, et notamment tous les pays d'Europe du Nord, l'Allemagne, etc. Donc on a renié sur les budgets militaires pour entretenir en fait l'État-providence et le reste de l'économie. Il est quand même normal qu'au bout d'un moment, il y ait un réalignement parce que depuis 20 ans, le monde a changé. Je sais que pour vous, l'Iran n'est pas une menace. L'Iran est quand même inquiétant sur certains plans. La Russie est inquiétante, la Turquie est inquiétante. Il est normal que l'Europe se défende. Je serais aussi plus, comme vous, pour une défense européocentrée. Et en effet, les Européens vont un peu dans ce sens-là. Et c'est nouveau, ça. Quelques réponses pour d'abord à notre question générale. Selon vous, Donald Trump a-t-il raison au sujet de l'OTAN? C'est très partagé. Vous êtes 51% à dire que non. Charlotte nous dit Trump a raison de demander plus d'efforts à l'Europe, sauf que c'est de l'hypocrisie, car il veut juste faire sauter la baraque. Lolo Dilla nous dit Trump a raison aussi, mais il se bat pour les intérêts des États-Unis avant tout. Kepa, cela fait depuis 1991 que l'OTAN aurait dû être dissous. Et Amir, l'Europe pourrait-elle assurer sa propre défense? On a un peu abordé ce sujet, effectivement. Je voudrais juste qu'on entende, alors c'est plus sur le climat de ce sommet de l'OTAN, toujours la conférence de presse d'Emmanuel Macron ce matin, c'était en fin de matinée. Il était interrogé sur les tweets de Donald Trump et le climat entre les alliés de l'OTAN. J'ai entendu des commentaires. J'ai lu des messages à 140 caractères. J'ai assisté au débat. Les débats n'ont pas été de cette nature. Il n'y a pas eu de stigmatisation ou de manque de respect. C'était des débats respectueux, actifs et exigeants.
C'est de la langue de bois ou de la langue de bois? Je ne suis pas certain. Peut-être qu'il a aussi contribué, encore une fois, à l'apaisement. Moi, je trouve que ça se termine mieux que ça n'avait commencé. Et je pense, encore une fois, que Trump a obtenu ce qu'il voulait. Et donc, en effet, finalement, ça ne se termine pas dans une crise comme on l'avait vu au G8, par exemple. Hein. Non, je pense que cette affaire a été bien menée et par Trump, et je dirais aussi par Emmanuel Macron. Oui, effectivement, vous avez raison. Trump est en train d'obtenir ce qu'il veut. Et oui, mais la France aussi en a sens, parce que la France est en train d'obtenir un réveil européen sur la défense. Et ça fait quand même très longtemps qu'on le demande. Là, pour le coup, il y a un peu de contradiction. Ou bien Trump obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire de faire payer les Européens, ou bien il y a mobilisation européenne pour dire Trump, non, on va faire sans toi, mais maintenant on ne va pas te payer ton affaire. Mais si le réveil européen qui consiste à donner de l'argent à l'OTAN pour permettre à Trump de financer son affaire, ça ne me paraît pas une extraordinaire manifestation d'indépendance européenne. On peut dire tout ce qu'on veut, mais non. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir un rééquilibrage, que ce soit, mais ça peut prendre des formes tout à fait variées, hein. Cet effort militaire peut prendre des formes. On parle de 2% d'effort de défense. On ne parle pas de 2% de contribution à l'OTAN, c'est une autre chose. Et ça veut dire que les pays peuvent très bien... Il est venu nous tordre le bras et on s'est laissé tordre le bras parce qu'on a besoin de lui, parce qu'on n'est pas d'accord entre nous, parce qu'on n'a probablement pas les mêmes intérêts stratégiques et que les intérêts des Polonais qui craignent la Russie parce qu'ils sont à côté de l'Ukraine et de la Crimée, tout ça, ça les inquiète. Et on peut les comprendre, ne sont pas les mêmes que ceux des Italiens ou des Grecs ou des Français, dont le problème se situe sur la Méditerranée, pas du tout en Russie, parce que franchement, les Russes ne nous menacent pas nous. Donc l'Europe est extraordinairement divisée. Ce qui se passe, c'est quand même, me semble-t-il, très préoccupant pour l'Europe, c'est qu'elle est divisée. Les Américains sont en train de se retirer de cette affaire-là. Ils se rendent compte que c'est plus tellement pour eux le sujet, que le sujet, c'est la Chine. Je pense que leur intérêt serait, vis-à-vis de la Chine, d'essayer de jouer une solidarité transatlantique. Apparemment, ce n'est pas l'idée de Trump, qui considère qu'il faut dealer en direct avec les Chinois. Mais c'est vrai que l'Europe, au milieu de tout ça, est extraordinairement affaiblie. Et l'affirmation face à l'Amérique, je ne la sens pas trop. Quand même, on a entendu en Allemagne... Sur le ton, quand même, les choses sont simples. L'empereur est arrivé et le proconsul de Gaulle a eu un discours de vassalité. Non, mais quand on avait un vrai dirigeant en France comme le général de Gaulle, le projet qui est mis en place actuellement, c'est-à-dire la communauté européenne de défense, parce que c'est strictement la même chose, c'est la France qui l'a refusé. Et il a réussi à conserver l'indépendance de la France. Là, on capitule. Et actuellement, l'Europe de la défense, vous ne pouvez pas me trouver, sincèrement, dans les yeux, en me regardant dans les yeux, un seul texte, où que ce soit, d'Europe de la défense, qui n'est pas pensé dans le cadre de l'OTAN. Ça n'existe pas. Pour les raisons que vous avez dit. Il n'y a pas d'unité géopolitique. Donc, la seule unité géopolitique, et ça s'est bien vu dans le programme de Macron, il n'avait aucun programme international. Il fait partie des Young Leaders. Voilà. Dans les questions géopolitiques, c'est les États-Unis qui gèrent les affaires. Basta. Et son discours, c'est même pas de la langue de bois, il est honnête. Oui, enfin, je pense que le monde a un peu changé depuis 1960. Je pense que justement, là, il y a une autre contradiction, c'est de dire que les Américains sont impérialistes et ils veulent se retirer. Il faut choisir. Hein. Moi, je pense que les Américains sont beaucoup plus sur une pente de sortie de l'Europe. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout contradictoire. Si nous payons plus, ce sera pour notre propre défense. Et on ne peut pas dire que c'est fini 1960, les Américains, on n'est plus à l'époque de Kennedy et de Nixon. Les Américains n'ont qu'une idée, et c'est pour ça que l'invasion de l'Irak, tout ça, ce sont des références qui ne tiennent plus. Les Américains ne veulent plus envahir l'Irak, ils n'ont qu'une idée, c'est de partir de toutes ces régions. Écoutez Bush, enfin, c'est son programme. Dans le rapport de l'OTAN, il est spécifié, je crois que c'est l'article 59, je l'ai lu encore une fois ce matin, l'article 59 dit que l'OTAN va envoyer des forces en Irak. Je vous assure que ce sera surtout des Américains. À cause de l'Iran? Je ne sais pas, sûrement. Et oui, c'est sûrement à cause de l'Iran. Donc ils préparent la guerre à venir, évidemment. Il va avec Poutine. Je pense que c'est... Alors ça, c'est une très... C'est ça qui est en train de se jouer. C'est exactement ça. Il va lui dire OK pour la Crimée, mais tu t'en vas dire... La Crimée, c'est déjà... Non, mais Alexis Brézé a raison. La vraie rencontre importante, ça va être... C'est la rencontre Donald Trump, Vladimir Poutine, c'est lundi, c'est ça? Et c'est cette rencontre qui arbitrera entre nous. À ce moment-là, vous le trouverez moins critiquable. Qui? Trump. Mais pas du tout.